jeden. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním večeru měsíce autorského čtení. Dnešním hostem je energický francouzský spisovatel Dimitri Vazemský, který nám představí část svého díla svou druhou knihu, kterou vydal v roce 2002. Jmenuje se Patamorf, čili v češtině hmotamorfní. Tento autor pochází z Lille a z jedné její čtvrti Vazem přijal i svůj přídomek umělecké jméno. Chtěla bych zejména o něm říci, že to není pouze spisovatel, ale je to také výtvarník, zabývá se landartem. Prosím, přivítejte na pódiu autora Dimitri Vazemského. Dobrý večer. Je suis très content d'être là. C'est la deuxième fois à Brno. J'étais là, je suis passé pour le festival de poésie en septembre dernier à Valtice et j'étais déjà passé par Brno. Je to podruhé, co jsem v Brně, jsem velice rád, že tu mohu znova být. Byl jsem tady v září na festival poezie. Et c'est toujours un plaisir, il fait très chaud. Je pro mě potěšením tady být a i to, že je tady takové horko. Là, je vais vous lire, en fait, c'est juste une histoire complète qui s'appelle Patamorf. Alors, je ne sais pas si je dois vous le dire avant ou après. Ten kousek, ten úryvek, co vám přečtu, je z příběhu, který se nazývá Hmotamorfní a nevím, jestli vám mám říct na začátku nebo na konci. Alors, je vais vous en dire un petit peu avant et un petit peu après. Tak vám k tomu něco řeknu, kousek teď před čtením a kousek až po čtení. En fait, c'est un texte qui parle de l'écriture et des différents styles d'écriture en fonction de différentes époques aussi. Je to text, který mluví o psaní, o různých druzích psaní a také o psaní v průběhu různých epoch. Ça s'appelle Patamorf et le pata, c'est le méta du méta. Nazývá se to patamorfní, v češtině hmotamorfní, a to pata je v podstatě meta, což znamená něco ještě nad hmotou. Donc Patamorf, ce qu'il y a avant Patamorf, c'est... en fait, il y a Patamorf. Avant Patamorf, il y avait Métamorphe. Et c'est une allusion à la métamorphose de Franz Kafka. Takže před knihou nebo před dílem Patamorfní tady bylo Metamorfní a tímto vlastně chci odkázat na dílo Franze Kafky. Et c'est un texte qui essaye de se construire et en fait je suis éditeur aussi. Je to text, který se snaží něco vytvořit a ještě jsem chtěl podotknout, že zároveň jsem i vydavatelem tohoto díla. Et donc pour moi le livre c'est pas seulement juste un support d'écrit, c'est un support que l'écrit interroge aussi. A pro mě kniha není pouze jenom něco ke čtení, ale je to zároveň i něco, co se snaží toto čtení podpořit. Et là dans ce livre-là il y a trois histoires. Donc il y a Patamorf. A v této knize jsou vlastně 3 příběhy. Jako první je to Metamorfní. Et en plus il y a, je sais pas si vous verrez. Zároveň tam jsou ještě další věci, nevím, jestli to dobře uvidíte, ale... To je první příběh. Jsou tam tady fotografie, které se mění. Un ami devait faire les illustrations et 2 jours avant l'impression. Jeden přítel mi slíbil, že udělá ilustrace a 2 dny před vydáním. Il m'a dit je peux pas les faire, j'y arrive pas. Řekl, že je nemůže udělat, že se mu je nedaří vytvořit. Et donc je me suis retrouvé avec le scan
tak jsem se postavil ke skeneru. Un vieux Big Jim, c'est la marionnette, Měl jsem sebou jednu loutku et un torchon a hadr dans la salle de bain. z mé koupelny a z kuchyně. Et puis la métamorphose de Kafka. A metamorfózu od Kafky. Et donc ça c'est la première histoire et vous allez voir ou plutôt entendre A tohle je tedy ten první příběh a uvidíte, nebo spíše uslyšíte, que c'est l'histoire d'un type qui se réveille un matin et qui est transformé en Big Jim. je to příběh muže, který se probudí ráno a zjistí, že se přeměnil v loutku. Donc c'est pas super original. Není to nic originálního, Un type qui se réveille un matin et est transformé en quelque chose. to se stává běžně, že se někdo ráno probudí a změní se v něco úplně jiného. Ça a déjà été fait. A již to bylo několikrát napsáno. Et donc, je sais toujours pas si je le dis avant ou après. A teď váhám, jestli vám mám říct další informace hned teď, nebo až po skončení čtení. Parce que c'est la question de. Je vous le dirai après. Řeknu vám to raději až potom. La première touffe est impressionnante. Elle vous reste dans les mains, au matin, devant le miroir. Puis la chute prend des allures d'inévitable dans la journée, touffe par touffe. Le soir, j'ai achevé le processus moi-même et rasé le peu qui restait. Une pelade, dixit mon généraliste. Pas grand-chose à faire. Un bouleversement chimique, une réaction du corps contre un organisme étranger. Une réaction biaisée, se trompant de cible et attaquant les cheveux. Rien à faire, juste laisser tomber. Moi, je sais, j'ai senti que ce matin, le réveil était différent. Pas comme les autres. Senti que quelque chose s'était passé durant la nuit. Plus que 2 lames de rasoir. Pensez à en racheter. Quoique. La lame glisse et n'accroche que peu le caoutchouteux de ma peau. Je finirai ces 2 lames. Plus rien ne pousse de toute façon, comme mes cheveux. Ma main caresse et glisse sur mon menton lisse, plus un poil, rien. Même les pores semblent s'être refermés. Une peau plastique, lisse, imperméable, luisante. Un frisson remonte dans l'échine, de peur. Le froid ne m'atteint plus depuis peu. Les écarts brusques de température n'ont plus d'effet sur moi. Mon corps est ambiant, caméléon des degrés passants. Le frisson remonte le long de ma colonne vertébrale, comme autrefois, cherchant un endroit où sortir, en picotement, chatouillement. Là, rien. Le frisson remonte, un chapelet de bulles d'air prisonnières à l'intérieur de cette enveloppe plastique. Un épiderme étanche, m'isolant du dehors. Plus rien ne passe, plus rien ne sort. Le frisson remonte, ne s'arrête pas sur la nuque comme à son habitude. Il remonte encore, cherchant la sortie, traverse le cou, trouble les cordes vocales, frôle la glotte et s'échappe finalement par le nez et la bouche. Même eux, je sens que peu à peu, ils se referment. Dois penser à respirer, de temps en temps, sinon j'oublie. Cela semble moins vital, moins essentiel qu'avant. Les yeux, eux, sont les moins touchés. Les images entrent encore avec la même facilité qu'auparavant, épargnées pour l'instant par cette cataracte de plastique enveloppant doucement le reste de mon corps. Les 2 iris sont encore bien mobiles, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, un brin mécanique, les derniers organes encore humides de mon corps. Je ne sue plus. Pouvoir jeter un coup d'œil sur l'extérieur me sauve de l'enfermement. Je suis un observateur détaché. Les images qui m'arrivent de dehors sont mon dernier lien au monde. Le reste est clos, isolé, fermé. Je sens le nerf optique
dernier cordon me nourrissant d'ailleurs, s'enfonçant dans les circonvolutions de mon cerveau avec son chargement d'images, passant dans ma chair, dans mon sang, s'il m'en reste encore un peu. Et tout de même l'impression que ma vue baisse. Quelques mots de tête légers me plombent lorsque brusquement je lève les yeux au ciel ou les baisse vers la terre. Je n'irai pas travailler. Cela ne sert plus à rien. N'ai besoin de rien, rien qui ne s'achète. Ne mange plus, ne chie plus rien ne me traverse, plus de besoin. Me suis entaillé la joue devant le miroir, avec une lame de rasoir. Rien n'a coulé, je m'en doutais. La coupure est restée, elle ne s'est pas refermée. Et de plus en plus de mal à tenir des objets fins. Mes mains sont comme bouffées d'arthrite, immobiles. N'ai rien ingurgité depuis 2 jours. Pourtant, je me suis encore purgé hier de ce liquide brunâtre. L'impression de perdre ma dernière once d'humanité périssable. Mes sphincters n'acceptaient plus que le goutte à goutte, de plus en plus rigide, se fermant eux aussi. À la dernière goutte, j'ai senti qu'ils se refermaient pour de bon. Plus rien ne bougera à ce niveau-là, comme sur mon visage, où les expressions sont de plus en plus limitées. Je suis resté assis toute la journée, perdu en contemplation, pas envie de bouger, peut-être pas la force, apathique, de plastique. Ce n'est qu'au bout de 2 semaines qu'ils m'ont découvert. Je les ai vus entrer dans l'appartement, ma sœur en premier, avec le double des clés. Le choc fut rude. Elle a cru que j'étais mort, froid, assis, droit avec ma rideur de cadavre. J'entendais vaguement ses pleurs. Mes tympans, eux aussi, se sont solidifiés, plastifiés, beaucoup moins sensibles. J'imaginais qu'elle avait dû appeler plusieurs fois, que j'avais été incapable de bouger pour répondre. Puis finalement, elle s'était décidée, dans l'inquiétude, à passer, vérifier. Je ne sais pas comment elle a su, comment elle s'est aperçue que je n'étais pas mort. Peut-être une chaleur restant au fond des yeux. Elle a posé la main sur mon poignet, tâté le pouls inexistant, et sans doute en a imaginé un, très faible, derrière cette carapace de plastique. Mon Dieu. Et peur aussi. Une peur tout aussi idiote dans l'état où je suis. La peur que ma sœur constate en même temps que moi que je n'ai plus de sexe. Juste une idée comme ça, non vérifiée. Qu'il n'y a plus rien. Juste un monde Vénus imberbe. Et fermé. Les poils doivent être encore là, détachés. Ils ne me grattent pas, je ne sens plus rien. De là non plus, plus rien. Juste une coque en plastique fermée, rebondie. Plus un seul orifice. Ma bouche ne s'est pas ouverte depuis un bon bout de temps maintenant. Je n'ose pas essayer. Plus rien. Peur que plus rien ne passe. Le mutisme. Seul un souffle d'air léger semble encore passer entre mes narines. Un infime souffle, un fin filet de dehors, sans odeur ni saveur. Mes yeux sont lourds, lourds à relever, lourds à baisser. Mes paupières ne se ferment plus. N'ai plus sommeil non plus. Je regarde dans le vide, droit devant moi. C'est tout. Déplacer mes yeux, latéralement, en une bure horizontale, est devenu trop laborieux, contraignant. Je ne le fais pas. Je n'en ai plus besoin. Pourquoi bouger les yeux? Pour me concentrer sur un objet? Sur une chose convoitée dans mon champ de vision? Rien ne m'intéresse plus. Pas plus qu'autre chose. Ne me suis pas changé depuis ce fameux matin, portant toujours cette espèce de pyjama bleu. Ma sœur pourrait me changer. Je lui indiquerais un costume parmi ceux pendant dans la garde-robe, mais cela ne changerait pas grand-chose. Juste un changement de déguisement. Une chemise blanche, une cravate, un habit de travail. Pour rester assis là, c'est idiot. On m'a déplacé hier soir. Mon père et ma sœur sont venus me chercher. M'ont bougé sans trop de problèmes. Je suis beaucoup moins lourd qu'avant. Je crois que je suis vide à l'intérieur. Un vulgaire mannequin vaguement réaliste. L'impression que tout s'est évaporé au fond de moi, qu'il ne reste rien, des boyaux, des entrailles et autres muscles, que tout ça a disparu, volatilisé par je ne sais quelle magie.
peut-être dans ces pertes brunes, moi qui pourtant n'ai rien senti se décomposer au fond de moi. Une étrange alchimie interne s'est sans doute produite, condensant les organes sur les bords intérieurs de mon corps, les compressant, solidifiant la peau, transformée, rigide, se consolidant en cette paroi de plastique qui maintenant entoure ce vide central, d'où semblent surgir ces quelques pensées sans fond. Ils m'ont placé sur une chaise, dans une petite chambre, là-haut, sous les combles de la maison. Ils pensent encore à leur confort. C'est pour ça qu'ils m'ont mis sur une chaise. Moi, je m'en fous, ça m'est indifférent. Plus aucune position ne m'indispose. Je m'articule comme je me désarticule. C'est pour eux qu'ils m'ont mis comme ça. Assis sur cette chaise, j'ai encore un peu l'air humain. Humain comme eux. Eux, ils ne rêvent que de ça. Un fauteuil pour leurs vieux jours, redoutant l'usure du corps, aspirant au repos. Je le sens, ils en rêvent. Ne plus trimer, rester assis. Ils ne le disent pas, mais ça se lit dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leurs réflexes. Demandez-leur, ils vous diront le contraire, essayant de se rassurer sur leur existence tout à coup délimitée, s'efforçant vaguement de construire un personnage correct qui leur correspondrait. Plus ou moins, trop tard. Ils sont déjà autres. Toujours décalés, toujours en retard par rapport à ce qu'ils avancent. Un personnage est une petite mort. Et eu une perte de conscience hier soir, dans la nuit, dans cette chambre. Une perte de conscience totale. Un noir. Je ne me souviens plus de rien. Juste une impression de réveil. Que m'est-il arrivé? Ce n'était pas vraiment un rêve, un souvenir peut-être, remontant de ma mémoire, tout tend à se mélanger. Un bric-à-brac d'images m'appartenant peut-être, sans doute, mais lointaine, distante, comme s'il était quelqu'un d'autre. Rectification, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Moi peut-être avant, lui maintenant, et de plus en plus de difficultés à dire « je ». Ce n'était pas un rêve. Sa chambre était une chambre humaine ordinaire, tout au plus un peu exiguë, toujours là, entre les 4 cloisons qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table sur laquelle était déballée une collection d'échantillons de lainage, étant voyageur de commerce par profession, se trouvait accrochée la gravure qu'il avait récemment découpée dans une revue illustrée et qu'il avait installée dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame, assise tout droit sur une chaise, avec une toque de fourrure et un boa qui tendait vers les gens un lourd manchon dans lequel son avant-bras disparaissait entièrement. Ah mon Dieu, pensa-t-il, quel métier exténuant ai-je donc choisi? Jour après jour, en voyage, le souci des changements de train, la nourriture irrégulière et médiocre, des têtes toujours nouvelles, jamais de relations durables ni cordiales avec personne. Le diable emporte ce métier. Il sentit une légère démangeaison dans le haut du ventre. On devient complètement stupide à se lever d'aussi de bonne heure. L'homme a besoin de sommeil. Il y a pourtant d'autres voyageurs qui vivent comme des femmes de harem. Quand je retourne par exemple à l'auberge au cours de la matinée pour recopier les commandes que j'ai reçues, ces messieurs n'en sont qu'à leur petit déjeuner. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais donné ma démission depuis longtemps. Qui sait d'ailleurs si ce n'est pas ce qui pourrait m'arriver de mieux? C'est cette chambre. C'est elle qui me parle. Je n'avais pas ça chez moi. Ce ne sont pas mes souvenirs. Tout vient de cette vieille chambre de bonne sous les combles, inchangée depuis près d'un siècle. Une espèce de débarras instauré comme tel depuis le départ, lorsque mes parents ont racheté cette maison inhabitée depuis des années, dans un des vieux quartiers de Prague. C'est d'ici que vient cette odeur de vieille fourrure, de manchon et de boa. Une odeur d'image surannée, de poussière de grenier. Et repenser hier à Pinocchio, ne sais pas trop pourquoi, mon état sûrement. Et souris intérieurement en imaginant l'impuissance de ce bon vieux Geppetto, mon créateur, impuissant. Mes mouvements sont maladroits et gauches,
Le pauvre vieux n'a fait que dans la grosse ficelle. Juste un objet brut, sans âme, sorti de son gros ciseau à bois, brut de brut, sans plus. Seule une bonne fée pourrait me sauver et me rendre ce plus d'humanité. Je ne sais pas si réellement j'en ai envie. J'ai passé quelque temps à jouer avec des images de grosses baleines traînant en moi. Rapport à Geppetto, sûrement, bloqué dans la grotte sombre et noire, avalé. Et repenser aux mensonges et aux nez qui grandissent. Puis suis retombé sur une vieille histoire oubliée, celle de Jonas, de ce vieil homme qui, en voulant fuir la parole de son créateur, s'était lui aussi retrouvé dans l'estomac d'une grande baleine, dans le noir et dans l'obscurité de ses entrailles pendant 3 jours et 3 nuits. Ces images m'ont accompagné durant tout l'après-midi, me changeant grandement du vide habituel. Elles me parlent, me content des histoires qui me touchent. Je crois que je m'y retrouve. Je suis Jonas, je suis Geppetto, mon Geppetto, je suis aussi la baleine, la bonne vieille baleine plastique, bleue, que j'avais étant enfant. Une grande baleine aux yeux bleus. C'est cette baleine qui me porte, dans ses entrailles de plastique. Je suis là, tout au fond. Un mot m'est revenu tout à l'heure, en pensant à cette baleine qui me porte en elle. Un joli mot. Cosmophore. Et oublier le sens. Et décider de ne plus jouer avec les images qui naissent en moi. Elles me font trop mal. Alors je reste sur ma chaise, le regard dans le vide, je n'attends plus rien. Le temps passe ou ne passe pas. À une époque, j'aurais trouvé ça long, de thé ou de Provence. Maintenant, ça m'est égal. Il passe, avec ou sans moi. Sans moi, apparemment. Toutes ces histoires en moi me foutent le cafard. Je suis indifférent au temps, et il me le rend bien. Au teint, il prend des airs d'éternité, ne m'atteint pas. Il prend des airs d'éternité, moi m'en fous, et plus soif depuis longtemps, plus soif de temps. Alors il prend pas sur moi, en prise nulle, plus d'échange, de partage. Lui coule, en dehors de moi, m'en fous. Il est aussi loin que tout le reste, je ne pense plus pareil, ne respire plus depuis longtemps, alors je pense autrement, m'adapte à ce nouveau temps, toujours identique, sans changement, ni espace, plus rien ne vient ponctuer mes journées, toutes égales entre elles, monotones et coulement. C'est quelqu'un du magasin. On venait de sonner à la porte de l'appartement. Tout resta un moment silencieux. Il n'ouvre pas. Mais la bonne aussitôt se dirigea comme toujours d'un pas ferme vers la porte et l'ouvrit. Les premiers mots du visiteur le trahirent. C'était le fondé de pouvoir en personne. L'impression d'avoir été condamné à travailler dans une affaire où, au moindre manquement, on concevait aussitôt les pires soupçons. N'y avait-il parmi eux aucun de ces serviteurs fidèles et dévoués qui, s'il leur arrivait un matin de laisser passer 1 ou 2 heures sans les consacrer au magasin, fussent aussitôt saisis de remords insensés, au point de ne pas pouvoir se lever de leur lit? Les employés étaient-ils tous donc des fripons? L'agacement que produisaient en lui toutes ces réflexions, plutôt que par l'effet d'une véritable décision, le fit se jeter de toutes ses forces hors du lit. Rien ne s'était produit. J'étais resté assis, sur ma chaise. Pardon, sa chaise. Dans la même position qu'on m'avait donnée en me montant ici. Un rêve, sûrement. Imaginez mon regard tomber sur l'articulation de mon poignet, visible, plastique, vissé. La main était immobile, impossible à bouger. Impossible de dire si elle était mienne. Alors elle était sienne. Relevée, prête à tenir quelque chose. Pas à prendre et fermer, enrouler les doigts autour de quelque chose, mais à tenir, si seulement quelqu'un voulait bien lui glisser un objet entre ses doigts, rigide, caoutchouteux, bloqué dans cette position peu naturelle de préhension. Dans l'indifférence par rapport au temps qui passe, il avait perdu autre chose, un repère essentiel, semble-t-il. Ce soupçon de résistance face à sa propre mort, devenue désormais insignifiante et grotesque. Soupçon qui avant justement lui donnait un sens propre, une urgence de vie, et avec elle, un éclat de jeu, un rôle possible, une responsabilité dans cette chose finie qui s'écoulait en lui. La mort, désormais, ne l'inquiétait plus.
Tout en lui était devenu impersonnel. Il entendait ses parents parler derrière la porte, avec des amis entre eux. Sa plus grande distraction, c'est un peu de menuiserie. Dernièrement, il a fabriqué un petit cadre en 2 ou 3 soirées. Vous auriez peine à croire comme c'est joli. Vous allez le voir dès qu'il aura ouvert sa porte. Le fondé de pouvoir prit la parole. « Monsieur, que se passe-t-il? Vous vous barricadez dans votre chambre? Vous causez inutilement de grands soucis à vos parents? Et vous négligez vos obligations professionnelles, soit dit en passant d'une façon proprement inouïe. Je parle ici au nom de vos parents et de votre directeur, et je vous prie très sérieusement de nous donner à l'instant même une explication claire. Je suis étonné, très étonné. Je croyais vous connaître comme un homme calme et raisonnable, et voilà que tout à coup vous semblez vouloir vous faire remarquer par vos extravagances. » Des mots se formèrent en réponse au fondé de pouvoir. Je vais tout de suite m'habiller, emballer la collection et m'en aller. Vous voulez bien me laisser partir, vous voulez bien? Vous voyez, monsieur le fondé de pouvoir, que je ne suis pas têtu et que j'aime le travail. Mes voyages sont pénibles, mais je ne pourrais pas m'en passer. Où allez-vous donc, monsieur le fondé de pouvoir? Au magasin? Oui. Allez-vous faire un compte-rendu fidèle de tout? Il peut arriver qu'on soit dans l'instant incapable de travailler, mais c'est aussi le bon moment pour se rappeler tout ce qu'on a fait autrefois et pour penser qu'une fois l'obstacle franchi, on ne travaillera qu'avec encore plus de zèle et d'application. Il entendait ses parents parler derrière la porte. « Il faut chercher à nous en débarrasser, » dit la sœur en s'adressant uniquement au père. « Cette chose-là peut encore vous mener dans la tombe, cela ne tardera pas. » Et elle fondit en larmes si violemment que ses pleurs coulèrent sur le visage de sa mère. « Si seulement il nous comprenait, » dit le père comme une question. Mais la sœur secoua violemment la main au milieu de ses larmes pour signifier qu'il ne fallait pas y compter. « Si seulement il nous comprenait, » répéta le père. Il ferma les yeux, comme pour exprimer qu'il partageait la conviction de sa fille sur l'impossibilité d'une telle hypothèse. S'il nous comprenait, on pourrait peut-être arriver à un accord avec lui. Mais dans ces conditions, « Il faut qu'il s'en aille, père !» s'écria la sœur. « Il n'y a pas d'autre moyen. Tu n'as qu'à tâcher de te débarrasser de l'idée qu'il s'agit de votre fils. Tout votre malheur vient de l'avoir cru si longtemps. Mais comment pourrait-ce être votre fils? Comment pourrait-ce être Grégoire? Si c'était Grégoire, il y a longtemps qu'il aurait compris qu'il était impossible de faire cohabiter des êtres humains avec une telle aberration, et il serait parti de lui-même. Dans ce cas-là, nous n'aurions plus de frères, mais nous pourrions continuer à vivre et nous honorerions sa mémoire. Et maintenant, se demanda Grégoire, en se retrouvant dans le noir. Il pensa à sa famille avec une tendresse émue. L'idée qu'il n'avait qu'à disparaître était plus arrêtée encore dans son esprit que dans celui de sa sœur. Il resta dans cet état de méditation vide et paisible jusqu'au moment où l'horloge du clocher sonna 3 heures. Il vit encore devant sa fenêtre le jour arriver peu à peu. Puis, sa tête retomba, malgré lui, et ses narines laissèrent faiblement passer son dernier souffle. C'était fini. Le fin filet qui encore s'écoulait entre ses narines ne passera plus. Tout s'était refermé, totalement, complètement. Un flot d'images défilait en lui. Il se vit lever la tête, entouré de peluches et de jouets, marcher d'un pas saccadé vers la fenêtre, escalader la chaise de bureau, tout en se faufilant discrètement entre les rayons, les crayons et les ciseaux pour atteindre l'entrebâillement de la vitre. Il se vit enjamber le chambranle. Sur l'appui de fenêtre du 3e étage, le vent frais le surprit. Il se sentit perdre l'équilibre et tomber dans la rue. Sa chute fut amortie par un rat passant par là, un Walkman tonitruant sur ses oreilles poilues, diffusant du James Brown, Still the Scene, like a sex machine. Eh bien, demanda M. Samsa. La femme de peine restait dans la porte, à sourire, comme si elle avait quelque chose de très agréable à leur dire, mais qu'elle attendait, pour le faire, d'avoir été dûment interrogée. La petite plume d'autruche, dressée presque verticalement sur son chapeau, et qui avait toujours agacé M. Samsa depuis que la femme était à leur service, s'agitait en tous sens. « Alors, que voulez-vous donc ?» demanda Mme Samsa, à qui la femme de peine avait toujours témoigné plus de respect qu'aux autres. « C'est que, répondit
répondit-elle en riant de si bonne humeur qu'elle n'était pas en mesure de continuer sa phrase. « C'est que vous n'avez pas besoin de vous faire du souci pour la chose d'à côté. C'est déjà réglé. » Madame Samsa, en voyant que la femme de peine s'apprêtait à tout décrire en détail, lui fit signe de la main pour l'inviter à s'en abstenir. Empêchée de raconter son histoire, elle se rappela tout à coup qu'elle était pressée et s'écria « Adieu tout le monde !» D'un air manifestement vexé, fit brutalement demi-tour et quitta l'appartement en faisant claquer les portes avec un bruit effroyable. Ils décidèrent de consacrer la journée au repos et à la promenade, et ils avaient bien mérité ce congé, en avaient même absolument besoin. Ils s'assirent donc à la table et rédigèrent 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à sa direction, Madame Samsa à son employeur, et Grete à son chef de rayon. Sur quoi, tous 3 quittèrent ensemble l'appartement, ce qui ne leur était pas arrivé depuis des mois. Puis ils prirent le tramway pour faire une excursion en banlieue. La voiture dont ils étaient les seuls passagers était inondée de soleil. Confortablement installés sur leur siège, ils discutèrent de leurs perspectives d'avenir, et il apparut qu'à bien y regarder, elle n'était pas si mauvaise, car leur situation à tous 3, c'était un point qu'ils n'avaient encore jamais abordé entre eux, était tout à fait convenable et surtout très prometteuse pour plus tard. La meilleure façon d'améliorer leur sort le plus tôt possible, était évidemment de déménager. Ils loueraient un appartement plus petit et meilleur marché, mais aussi plus pratique et mieux situé que leur logement actuel, qui avait été choisi par Grégoire. En parlant ainsi, monsieur et madame Samsa remarquèrent presque simultanément, en regardant leur fille, qui s'animait de plus en plus, que celle-ci, malgré tous les tourments qui avaient un peu fait pâlir ses joues, s'était beaucoup plus épanouie ces derniers temps, et qu'elle était devenue une belle fille plantureuse. Ils se turent peu à peu, et, en se comprenant presque involontairement, par un échange de regards, ils se prirent tous deux à penser qu'il serait bientôt temps de lui trouver un brave homme comme mari. Et ils crurent voir une confirmation de leurs nouveaux rêves et de leurs gros projets quand, au terme du voyage, la jeune fille se leva, la première, et tira son jeune corps. Ce n'était pas son histoire, il en était persuadé. On essayait de lui vendre celle d'un autre, il lisait et se remplissait d'une histoire qui définitivement n'était pas la sienne, et qui l'étouffait. L'impression forte qu'on le prenait pour une marionnette. Il fallait réagir, bouger. Alors je me suis levé pour changer d'air et faire un tour. Merci pour votre lecture. Děkujeme za čtení. A já bych přeložila tu poslední větu. Pokud tam nebyla, zvedl jsem se, abych se trošičku prošel. Nyní dám prostor pro vaše otázky. Můžete se ptát. Dobrý večer, děkujeme vám za vaše čtení. A mně se k tomu líbil i ten váš úvod, kdy jste popisoval ty poslední chvíle tvorby této knížky a mě by zajímaly i ty první momenty, které vás vedly k její tvorbě. Jak jste se na ní připravoval, na tu knížku? Jestli jste třeba týden seděl nehybně a zkoušel si to na vlastním těle? Nebo jak to bylo? Merci pour votre lecture. Je voudrais bien vous remercier de votre brève présentation au début, c'était très intéressant. Et je voudrais bien vous aussi demander comment étaient les premiers moments d'écriture de ce livre. Est-ce que vous avez vous préparé d'une certaine façon? Est-ce que vous avez essayé de ne pas bouger pendant une semaine, se mettre à la place d'une marionnette? Comment vous avez fait pour comprendre cette étape? En fait, il y a plusieurs entrées. On m'avait demandé de faire une performance dans une exposition où
tous les artistes étaient chauves. Těch východisek pro tuto knihu bylo několik. Nejprve to byla výstava, kde byli všichni umělci plešatí. Et en fait, je voulais faire la performance, c'était juste l'idée de base pour laquelle on m'avait pris, c'était être assis et juste me faire raser les cheveux. Et A tak jsem chtěl udělat nějaké divadlo, nějaké představení, které by do toho zapadalo. A vymyslel jsem si, že budu pouze sedět a nechám se na místě oholit. Et ça, c'est de la performance brute qui a déjà été faite. Et donc, l'idée a changé et il y a toute une histoire à propos de aussi de participer à une exposition où finalement moi j'étais pas chauve et que en fait c'est assez dur à expliquer. Je to velice těžké vysvětlit. To první bylo vlastně takové syrové představení, ale potom jsem byl pozván na další výstavu, kde už jsem tedy nebyl plešatý. Et donc c'est l'idée de chaise et de performance. Et moi à la base je suis un écrivain. Et donc la performance de l'écrivain c'est de lire. Et les premières, en fait, la lecture que vous avez vue. Jednalo se o výstavu, která pojednávala o představení, které pojednávalo o spisovatelích a o židlích. A jako spisovatel vlastně se zabývám hlavně čtením, když čtu, tak sedím na židli. C'est la première fois que j'ai fait comme ça. D'habitude, c'est, on va peut-être vous montrer. D'habitude. Obyčejně to vypadá všechno trošičku jinak, ukážeme vám jak. D'habitude, c'est une lecture où je suis assis. Normálně během čtení takto sedím. Et il y a une projection d'une image de Big Jim sur moi. Můžeme dát obrázek? Když takto sedím, tak na mě je promítána fotka té loutky. Přesně takto. Normalement, je suis assis comme ça. Takhle tam sedím. Et il y a dès le départ une projection de Big Jim sur moi. A je na mě promítána tedy ta loutka. Et alors, je suis assis et là il y a tout le texte qui est lu, mais en voix off, par moi. A během toho, jak tam tak sedím, tak ten text je mnou čten, ale je čten ze záznamu vedle mne z magnetofonu. Et donc c'est une lecture en présence de l'auteur, c'est une lecture par l'auteur en présence de l'auteur. Je to vlastně četba textu autorem v přítomnosti autora. Et en fait, l'idée c'était de travailler sur peut-être que je vous vois plus du tout. Tady vůbec nevidíte, takže bych chtěl světlo. C'est de travailler sur en fait la lecture. Na počátku byl nápad pracovat s textem a s četbou jako takovou. Qu'est-ce que c'est un écrivain qui lit son texte? Un texte qu'il a écrit là, il y a 10 ans, et qui doit le relire. A co pro něj znamená číst text, který napsal před 10 lety, číst jej tady znovu na místě. Et donc il y a aussi tout ce travail avec l'idée de personnage, c'est-à-dire que moi j'arrive. Je to taky práce s mojí osobností, přijdu, představím se. Mais en fait, Dimitri Vazemský n'a pas pu venir. A pak se omluvím, že Vazemský nemohl přijít. En fait, je suis un acteur, il m'a payé pour que je lise le texte et je me fasse passer pour Dimitri Vazemský. A já jsem herec, kterého zaplatil, aby se za něj vydával. Donc c'est toutes ces questions de personnage. Est-ce que c'est vraiment intéressant que ce soit l'écrivain en personne qui bafouille? Je to tedy všechno práce s osobností, je to otázka toho, jestli autor blafuje, jestli je to opravdu on. Ou vraiment un acteur. Qu'est-ce que donc c'est cette chose en plus. Et donc ça c'est fait. Et sur le problème de la représentation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une idée en tête, que je la note, déjà je suis dans l'après de l'idée.
Je to vlastně tedy práce s textem i v tom případě, že nechává diváka pochybovat o tom, jestli to náhodou doopravdy není herec. A potom je to práce i s samotným představením. Mám nějaký nápad, ten si poznamenám. Et donc il y a cette idée aussi d'une littérature décalée, de fausse, de théâtrale. A jedná se tam o to představení, o teatrálnost toho okamžiku. Qui est que j'aurais peut-être préféré juste être là, Dasein, V podstatě bych byl radši tady pouze být et parler avec vous. a jenom se s vámi povídat místo představení. Est-ce que ça aurait été de la littérature? Jestli pak by to byla literatura také. Donc c'est sur le rapport à l'écriture au livre, et quand vous êtes vous tout seul, Je to o literatuře a jestli když jste s knihou sami, c'est la question de la voix intérieure. je to i otázka toho vašeho vnitřního hlasu, když knihu čtete. Quand à la fin c'est alors je me suis levé, A když na konci říkám, a tak jsem se tedy zvedl, Proust, de bonheur, souvisí to s Proustem a se štěstím, il y a ce rapport au jeu. C'est-à-dire le lecteur lit, à l'intérieur, je me suis levé. a zároveň je to i hra, kdy herec ve svém vnitru čte, já jsem se zvedl. Mais c'est quoi ce jeu? Ale co je to vůbec tedy za hru? C'est moi qui dis je, avec la parole d'un autre. Et donc c'est sûr, moi ce qui m'intéresse en écriture, c'est l'endroit où il y a rencontre. Où finalement je suis plus un corps, je suis un esprit qui passe dans le il de l'autre, qui devient jeu et tout est mélangé. Já říkám hlasem někoho jiného sobě, já jsem se zvedl. Je to v podstatě taková hra a mě zajímá ten okamžik, kdy se toto spolu potká, kdy se odhmotním a stávám se pouze duší a jak se to přenese do toho textu a text do mě. Et donc et pour travailler ces jeux, et si j'étais une marionnette de Big Jim, et cette idée de comment perdre mes cheveux, et sur la plastification, sur comment quelqu'un qui se construit un personnage se mure, s'enferme. C'est sur la marionnette, c'est comment il y a la perte des cheveux. Je to pocit té loutky, která ztrácí vlasy. Et sur la plastification progressive, sur comment A se uměl hmotnění jeho obličeje. presque une statue, quelqu'un devient une statue. Kdy se z člověka stává pouze socha. Et quelqu'un qui se construit un personnage est dans ce processus de fermeture. A někdo sám ze sebe vytvoří jinou osobnost pomocí tohoto procesu stvrdnutí, zhmotnění se, uzavření se. Ouais, donc c'est encore cette idée d'instant présent qui est dans le documentaire. Zároveň je to i otázka toho přítomného okamžiku. Všechno se to tam prolíná. Ukážu vám. La deuxième histoire s'appelle Chauffe-moi. Ten Chauffe-moi. druhý příběh se jmenuje Ohol mi hlavu, ohol mě. Et comment on traduit donc le jeu de mots en français c'est sauve-moi, chauffe-moi. Ve francouzštině je to hříčka, kdy se to oholit vlastně připomíná zachraň mě. Sauve-moi znamená zachránit. Et donc c'est une petite histoire, mais qui là est écrite qu'avec des images détournées. Donc il y a une salle de cinéma avec un personnage avec des cheveux. Sauf que là dans le livre, bon, c'est la fin du film. Je to příběh, krátký příběh, který je popsan obrázky. Je tam člověk, který má vlasy v divadle. Et là il y a déjà en plus encore un nouveau jeu de mots avec le fin. Fin en français, ça veut dire faire semblant. A ještě tam další slovní hříčka se slovem fin, kdy to znamená podobat se něčemu, něco napodobovat. Et ça veut dire aussi la fin. Ale zároveň to znamená i slovo konec. Donc le héros sort du film, là il y a encore un mauvais jeu de mots en français. A hrdina tedy vychází z filmu, je tam další slovní hříčka. C'est La nuit aux chauves-souris. Je to další slovní hříčka, kdy vlastně to je noc pro netopíra a netopíry se ve francouzštině řekne holohlavá myš. Donc le héros c'est vous le lecteur, et donc il sort du film, et il va dans un bar où il s'appelle.
hrdinou toho příběhu jste vy, čtenáři, vyjde z toho místa a jde do baru Et il s'aperçoit que les chauves a všimne si, že plešetí draguent facilement les filles. Les filles aiment bien les chauves. snadno získávají doslova balí ženy. Donc il réfléchit un petit peu, il se dit que peut-être lui aussi, Tak se là, il zamyslí réfléchit, il va se faire raser. Et il passe en revue a nechá se také oholit toute une série de chauves qui ont l'air heureux. a projde místem, kde všichni plešetí jsou šťastní. Tête d'œuf dans Batman. D'habitude, il rigole moins. Et lui, il a quelques cheveux que j'ai gommés à Photoshop. Obyčejně se méně směje a některé vlasy jsem mu umazal ve Photoshopu. Ça, c'est un ami peintre qui faisait partie de l'exposition. Tohle je kamarád umělec, který také byl přítomen na výstavě. Ça, c'est dans une bande dessinée Corben de Den. Et donc, il y a. Elle dit. Alors, Tohle to je z je vais vous lire le. komiksu. Děkuji. Ouais. Sur Terre, j'étais maigre et faible, faite pour vivre, cloîtrée et écrire. Byla Sur Terre, na zemi jsem byla J'étais maigre et faible. štíhlá a slabá, stvořená pro život uzavřený a pro psaní. Tady jsem naprosto pouze já, jsem opravdovou ženou. et lui dit, c'est pareil pour moi, je suis mieux qu'avant. Je to stejné i pro mě, jí odpoví, i já se mám lépe, než jsem se měl předtím. Parce qu'avant, il avait des cheveux, c'était Robert Redford. dans- Předtím měl totiž vlasy, je to Robert Redford. Ça, c'est un super-héros américain Teď je tam americký hrdina, qui combat des méchants japonais. který pobíjí japonské antihrdiny. Et il s'appelle Bald Eagle, l'aigle chauve. Et en plus, il est muet. Je nejenom plešatý, ale zároveň i němý. Et donc, on voit ici, il communiquait en faisant du morse. A komunikuje se světem Morzovou abecedou. Lui, vous connaissez, Toho asi znáte, co vám teď ukazuje? Michel Foucault. Michel Foucault. Super content. Je velice šťastný. Un des autres peintres, Jeden z dalších malířů et donc là, il décide a tady se rozhodne de se raser la tête. Si tu hlavu konečně oholit. Il va au coiffeur et Jde k holiči donc il se rase la tête. Alors, a nechá si hlavu oholit. quand je faisais les dédicaces, j'avais une perruque de chauve. Když jsem tuto knihu chtěl věnovat, tak jsem měl paruku, abych vypadal plešatý, bez vlasů. Qui est déjà un concept, une perruque de chauve. Což už samo o sobě je velice paradoxní mít plešatou paruku. Et un petit Polaroid. Et en fait, je chauvais le lecteur. A zároveň jsem měl svůj fotoaparát a vždycky jsem dal tu paruku těm čtenářům, abych si vyfotil plešaté. Et le lecteur repartait avec un livre à son image, A čtenář odcházel s knihou a se svým obrázkem, mais chauve. ale se sebou vlastně s plešatou fotkou. Donc voilà, et là c'était. Mais rien intérieurement n'a vraiment changé. Rien apparemment, alors. A je tam napsáno, v podstatě se vlastně nic nezměnilo. Et donc ça c'était la deuxième histoire, Chauve-moi. Et la troisième histoire, c'est To byl druhý příběh a ten třetí, moi à bicyclette. já na kole. Et donc là, vous n'avez pas vu là. En français, c'est un mauvais jeu de mots aussi avec la fin. A ve francouzštině je to další slovní hříčka s koncem.
à la fin, c'est la chute de l'histoire. Na konci je to pád příběhu, konec příběhu, čili vlastně i z toho rozpadne. On peut faire du rétropédalage. Nechá se to pustit i opačně. Donc ça, le livre, c'est un livre aussi qui teste les limites du livre. Je to vlastně kniha, která zkouší hranice toho, co je ještě kniha. Et où il y a 3 temps. Le premier temps, c'est Patamorphe, où là, Jsou tam v podstatě 3 časy. První je u toho patamorfu, où la référence est trop forte et elle écrase le texte. Est-ce que vous avez entendu les références à Kafka, à la Métamorphose, avec Grégoire Samsa? En fait, le texte lu et commence par chci se zeptat, jestli jste se tam všimli té narážky na Kafkovu proměnu. Text samotný začíná tím, že ça commence par le type qui se lève un matin, et tout doucement, il y a des petits bouts de la métamorphose. Když se tím, že se ten člověk ráno zbudí a postupně jsou tam střípky té přeměny, které se objevují. Une phrase, deux phrases, un paragraphe, et ça finit vraiment comme la métamorphose. Kdy na začátku je to pouze věta, potom další, potom celý odstaveček a na konci se to celé přemění v tu proměnu, v metamorfózu. La métamorphose étouffe l'histoire. A vlastně ta proměna zahluší, ukončí ten příběh. À partir du moment où un type se lève un matin et est transformé en quelque chose, ça a déjà été fait. Jinak to není ničím výjimečné, protože když se ten okamžik, ten popis toho, kdy se někdo ráno zbudí, přemění v něco jiného, v někoho jiného, už bylo napsáno mnohokrát. Et la deuxième histoire, en fait, c'est les références qui sont utilisées pour écrire une nouvelle histoire. Ve druhém příběhu jsou ty odkazy na jiná díla využity jenom k tomu, aby byl napsán příběh jiný. Et la troisième histoire, il n'y a pas de référence, c'est juste un instant qui s'écoule. A ten poslední příběh není něčím inspirován, je originální, jedná se pouze o jediný okamžik. Et le livre a été fait, étant écrivain et éditeur, je peux faire des livres très rapidement. Et lui a été fait très rapidement, et toute cette histoire de référence, je l'ai compris après. Donc en préparation, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste... Il y a juste en préparation, il y a à un moment, je décide d'écrire, où je sens qu'il y a suffisamment de choses pour écrire. J'écris, et ça passe en livre tout de suite. A protože jsem zároveň spisovatelem a vydavatelem svých knih, tak tyto knihy mohou vznikat velice rychle. Tato kniha vznikla opravdu velmi rychle, počkal jsem na okamžik, vždycky počkám na okamžik, kdy cítím, že mohu něco začít psát, napíšu to a kniha vlastně vznikne během jediného okamžiku. Krásná provokace, protože vy jste moje francouzské převtělení. Já mám jednu knížku a to bych vám chtěl poradit, určitě to ve Francii ještě není vyzkoušený, kterou jsem napsal tak, že jsem tady asi před 8 lety měl uvést Magora a on měl hodinu zpoždění. A já jsem ten divákům řekl, že mám pro ně 2 zprávy. Špatnou, že přijede Magor za hodinu, a tu dobrou, že tady mám básníka, kterého ještě neslyšeli. A vytáhl jsem sešit, který byl takhle jakože kus, a řekl jsem, to je ona, ta básnická sbírka. A hodinu jsem si vykládal o tom, jak vznikala, co vlastně mě dala, co mě přinesla. Byl to takový anti-Milana kunderovský projev. A ti diváci byli velmi spokojení a já měl jedinou smůlu, že jsem si tu hodinu nenahrál, protože pak bych si to přepsal do toho prázdného sešitu a vydal jako knihu. Tak to je moje jako poděkování vám za tu analýzu, kterou jste teď provedli. Je voudrais bien vous remercier de votre analyse et un petit peu de votre provocation, comment faire des choses. Et je voudrais bien vous conseiller une chose que j'ai fait, que j'étais censée de présenter à un écrivain tchèque qui était en retard en fait.
Et je sortis juste un cahier de ma pochette et j'ai passé une heure d'expliquer comment ce livre de poèmes a influencé mon écriture et tout ça. Mais je regrette juste une seule chose, que je n'ai pas enregistré cette une heure, que je parlais juste comme ça, pour pouvoir le mettre dans ce cahier et pour pouvoir l'éditer après, parce que comme ça, le projet sera fini, sera clos. Et en fait, je suis plus. Maintenant, je travaille plus sur des installations en art contemporain. Et là, la dernière, c'est. Poslední dobou převážně pracuji na instalacích objektů v moderním umění, se věnuji. C'est rigolo, hier Jacques Darras vient de Picardie, moi je viens du nord, à côté de la Belgique. Et là, la dernière installation que j'ai fait, c'est ça. Tohle je poslední věc, kterou jsem udělal, je to zajímavé, protože pocházím jako včerejší autor Jacques Darras ze severu, on byl z Picardie, já jsem z Lille. Et ça, c'est une installation qui est. Là, vous avez une photo d'un mot dans le paysage. Donc, de plus en plus, j'essaye de devenir écrivain sur paysage. Snažím se čím dál tím víc stát spisovatelem v krajině. Tady máte nápis, který je umístěný do krajiny, je to tedy literatura v krajině. Et pour écrire un mot comme ça, c'est beaucoup de boulot. Et des biscottos. Napsat nějaké takovéto slovo do krajiny je velice namáhavé, fyzicky náročné, takže se stávám i svalovcem. Pour écrire un mot, souvent c'est une semaine de boulot. Il faut commander le bois, le réceptionner, dessiner les lettres à la craie. Je to přibližně týden práce, musíte dřevo objednat, obdržet, všechno namalovat. Prendre la scie circulaire, découper, poncer, peindre, attendre que ça sèche, deuxième couche. Předmlouvat si to křídou, potom to všechno vlastnoručně nařezat, složit, nabarvit, potom dát ještě druhou vrstvu nátěru. Et après trouver l'endroit, donc mettre les lettres dans la voiture, partir en voiture, trouver l'endroit et trouver dans le paysage où le mot va se poser. Alors le lien avec le texte autour, c'est que si j'écris en grand, je vais être vu par beaucoup de monde, mais ça ne veut rien dire. C'est le fait que ce soit une couleur et quelque chose qui n'est pas définissable aussi. Après, il y a tous les petits détails. Il y a le fait que rouge, là, ait été placé dans un champ où vous voyez les petits patchs de... Potom musíte najít správné místo, takže to všechno naložím do auta, jezdím po krajině a hledám místo, kam bych to nainstaloval. Ty písmena jsou ve velkém, aby to bylo lépe vidět, ovšem zajímavé jsou zároveň i ty detaily. Ta červená, která byla umístěna do pole, má specifický význam. Là, vous voyez donc les patchs de terre, ici, c'est l'endroit où ils viennent de retirer 250 corps de soldats australiens de la guerre 14-18. A tohle to místo, kde je to umístěn tento nápis, je místo, kde bylo nalezeno tisíce těl mrtvých vojáků z Austrálie během války, první světové války. Donc, je suis perdu. Et donc c'est ça un travail sur le contexte. Le rouge, si je change de place, le mot reste toujours le mot rouge en rouge monochrome, mais là ici il prend un sens parce qu'on vient de retirer 250 corps de soldats australiens et que c'est comme Jacques Darras disait hier, c'est une région où juste là derrière il y a un ossuaire australien, il y a un cimetière indien, le cimetière allemand, le portugais, l'anglais, le cimetière français. C'est une région qui est gonflée de sang. Mais quelqu'un venant de l'extérieur ne le voit pas. Je to vlastně hra s kontextem, pokud bych to na nápis přemístil jinam, tak zůstává pořád červený, pořád je to nápis červený růž, ale už by to nemělo tu sílu toho místa. A jak říkal včera pan Darras, je to region, který je prosáklý krví, jsou tam hřbitovy celé Evropy, Portugalců, Němců, Rakušanů, Francouzů.
proto vlastně jsem se rozhodl to nápis umístit právě tam. Et donc sur ce rapport au paysage qui possède des histoires, mais s'il n'y a personne pour dire les histoires, le paysage est un beau paysage. Et donc sur le... A na první pohled to není vidět, že toto místo je takové a já se snažím vyjádřit svůj vztah ke krajině. Et donc sur ce besoin de commentaires qu'on trouve beaucoup en art contemporain, où on peut avoir une pièce hermétique qui finalement derrière, si on creuse, il y a toute une histoire, un raisonnement, et sur comment on arrive à faire passer justement une histoire. Je to vztah k krajině, která potřebuje vysvětlení, která potřebuje komentář k tomu, aby se vlastně člověk dozvěděl, o co se v ní jedná, co se v ní odehrávalo. Je to teď velice moderní, vždycky můžete mít nějaké uzavřené, hermeticky podané dílo, ale vlastně je důležitý ten komentář k němu, aby se člověk dostal do těch hlubin autorově duše a mohl to dílo opravdu pochopit. Et souvent en fait l'installation du mot, ça c'est la photo finale. A tohle je konečná fotografie, instalace tohoto díla. Mais le plus intéressant, c'est le processus. Ale pro mě mnohem zajímavější je ten proces té instalace. Sur ce qui s'est passé, sur le fait que quand on l'a installé, il a plu. Co se dělo při tom, když jsme to připravovali, protože v okamžiku, kdy je to hotové, tak už to vlastně ani neexistuje. Que pour amener les lettres là, on était deux, et ça c'est que de l'argile. Byli jsme dva na to, abychom tam ty písmena donesli, a to, co tam ukazoval, to byla pouze hlína. Et on en a chié pour faire 30 mètres. A dalo nám strašnou práci vlastně těch 30 metrů nějakým způsobem zdolhat. Sous la pluie qui tombait avec la glaise, l'argile. Et on s'est retrouvé dans une situation qui était un peu proche de celle des Australiens, qui pour faire 30 mètres, pour gagner 30 mètres de territoire et poser un drapeau, ou là poser une couleur. Pod deštěm jsme se tam bořili v bahnu a v podstatě jsme si vzpomněli na ty vojáky, kteří se tam plazili, pachtili, aby o pár metrů popošli, aby tam mohli posunout a zapíchnout svoji vlajku. Et donc ça, c'est plus des moments du processus. Takže toto jsou vlastně okamžiky toho procesu instalace. Et sur l'intertextualité aussi. A vlastně je to i mezitextovost, qui est créée en jouant avec les lettres. Která je vytvořená tou hrou s písmeny. Donc merci pour cette lecture très passionnante, mais aussi pour chercher des frontières conceptuelles du possible du livre. Et tu m'as en fait rappelé, c'est plutôt un commentaire, tu m'as rappelé en parlant de cette métamorphose, une chose un peu insolite peut-être, plutôt qui existe en photographie, c'est le morphing, lorsque un personnage devient un autre. Quelqu'un devient chauve, mais Redford devient, je ne sais pas, Jack Nicholson. Et ce processus me paraît très intéressant. Tu as évoqué les deux auteurs, Proust et Kafka. Et, si je me souviens bien, ils sont plus ou moins contemporains. Et donc, ce serait assez intéressant de faire du morphing dans le livre, parce que tu as évoqué Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure, ces paroles célèbres. Et du coup, je me suis souvenu de ce rapprochement un peu bizarre entre Kafka et Proust qui se couche tôt le soir et puis se réveille pour devenir Samsa de Kafka, de Verwandlung, de la métamorphose. Et lorsque tu as parlé de remplacer une phrase, etc., puis remplacer un paragraphe, alors ce serait aussi une expérience très, très intéressante de faire du morphing entre le livre, de passer d'un livre à l'autre pour faire d'abord du Kafka, par exemple, pour refaire du Proust. Donc c'est juste un commentaire. Si tu as pensé à faire des expériences intertextuelles comme ça, c'est peut-être une question. Tak, teďka jsem si se ušel trošku víc. Když to zhrnu, tak můj dotaz spočíval právě v takové té proměně Kafky
kdy vlastně dochází k něčemu, co je ve fotografii známo jako morphing, kdy se jako ty obrázky mění, třeba jedna tvář, třeba Redforda se může změnit v Nicholsona. A napadlo mě taková bizarní situace, protože Proust a Kafka byli v podstatě současníci, tak vlastně zde bylo zmíněno obojí dílo, tedy Proustovo, kdy je slavná věta, tam to začíná něco jako časně jsem uléhal, často jsem večer uléhal časně, a tak mě napadlo, že by se ten Proust, který je takový úplně jiný autor než ten Kafka, mohl potom probudit v kůži toho netvora Samsy jako další epizoda. A moje taková poznámka byla, že by bylo zajímavé v rámci intertextuality hledat nějaké průniky přechodu od jedné knihy ke druhé, kdyby se už to třeba Proustovo dílo stávalo Kafkou a tak dále, ale to je další jako otázka hranic knihy. Tak jestli, moje otázka teda nakonec byla, jestli se pan autor tímto nějak zabýval. Et en fait, après on tombe dans l'oulipo, c'est-à-dire que, comment dire, ça doit être super dur à faire du morphing littéraire. Donc, moi j'aime bien les choses simples, je suis un peu fainéant peut-être, comme ça. Bylo by velice těžké dělat takovýto morphing v literatuře a já mám rád věci jednoduché. Et en fait, c'est déjà là, c'est un travail sur le langage. Alors que moi, je pense que je suis plus dans la forme même, dans comment, quand en tant qu'écrivain, à partir du moment où on prend le crayon et on commence à écrire, il y a eu un shift, un déplacement. Vlastně je to práce s jazykem a já se spíš snažím o práci s formou. V okamžiku, kdy si sednu a začnu psát, nebo spisovatel začne psát, tak se přehodí do jiného režimu, přepne se. Sur mon premier roman, c'était un roman policier. Můj první román byla detektivka, policijní román. Un peu. Přibližně. Mais moi, je l'ai écrit il y a 10 ans. Je to asi 10 let, co jsem to napsal. Et par contre, je me souviens très bien d'un essai que j'ai dû faire, j'avais 14-15 ans peut-être. A moc si to nepamatuji, ale velice dobře si pamatuji jeden esej, který jsem napsal, když mi bylo asi 14 nebo 15 let. Il reste 2-3 pages où je me suis assis devant une machine à écrire avec un chapeau et un paquet de Lucky Strike. A zůstaly z toho 2-3 stránky, když jsem si sedl před psací stroj s balíčkem cigaret. Et donc là, il y a cette idée du personnage de l'écrivain, dans quel mental on se met pour écrire, pourquoi ce besoin d'écrire, et quels sont les référents, Ahmed, Ginsberg ou Kerouac ou d'autres. Et donc plutôt que de faire le morphing littéraire, ce qui m'intéresse plus, c'est quand Proust meurt, qu'est-ce qui reste? Il reste un texte. Et j'ai cru comprendre que Kafka voulait qu'on brûle tous ses écrits une fois mort. Et c'est peut-être ça la solution pour éviter justement la référence qui écrase. Et aussi le pouvoir de recréer des histoires, de se les réapproprier et de les changer et de les envoyer ailleurs que le corpus, que le texte, le livre. Et donc il y a tout un boulot de sacralisation. Je to vlastně otázka stavu, do kterého se autor musí dostat, aby mohl začít psát, a potom přichází všechny ty nápady, reference, které se vynořují jako Kerouac, Ahmed. A v podstatě mě hlavně zajímá, co se stane s textem potom, když Proust zemřel, zanechal po sobě text a co s ním dál. A myslím si, že Kafka se o to zajímal víc a chtěl, aby jeho texty potom byly čtené, aby mohly být i přepracované, uchopeny, předělány a znovu vlastně jim dán na život. Zut, je pensais à autre chose. Zároveň jsem myslela na jednou věc, ale zapomněl jsem jí. Et là, avec la traduction, on a exactement, en fait, ce que je trouve, c'est-à-dire qu'il y a l'idée et il y a tout un chemin qui est nécessaire par le langage, entre l'idée et le langage. S překladem je to podobné. Je potřeba udělat celou tuto cestu jenom ne myšlenku, ale i vlastně jazyk pomáhá přenosu té informace.
Et là je me suis perdu parce que je pensais à un travail que j'ai fait autour de Victor Hugo. A teď jsem se v tom ztratil, protože jsem myslel na jeden text, který jsem dělal inspirovaný vlastně Viktorem Hugem. Un matin, je me lève et la première image au réveil, c'est la façade de la maison de Victor Hugo à Guernesey. Která souvisí s tím, že ráno, když se zbudím, tak dům proti mně, který stojí, tak je dům Viktora Huga. Et donc, pourquoi cette image, parmi le stock d'images entassées là-dedans, de disques durs, pourquoi celle-là est ressortie? Byl to tady obrázek, který jsem uviděl, když jsem se ráno zbudil a položil jsem si otázku, co se vlastně odehrálo, proč zrovna tento obrázek se mi vynořil na mysli z toho množství obrázků, které v sobě nosíme. Et donc, je suis parti à Guernesey et après, je suis parti jusqu'en Inde, chercher un village où les habitants vouent un culte à Victor Hugo. A tak jsem se vydal k tomu místu, kde ten dům Viktora Huga stojí, a pak jsem se vydal až do vesnice, kde žil, abych se dostal ke kořenům, k obyvatelům, kteří vlastně s tímto obrazem žijí. Et donc là, il y a tout un jeu, mais après, donc c'est comment on mange les auteurs morts. Je to opět hříčka a je to vlastně o tom, jak chápeme, jak doslova pojídáme, trávíme ty staré autory. Et comment on se bat avec et on récupère aussi. A jak se s nimi pereme, abychom vlastně z nich získali nějakou inspiraci. Et après, c'est le problème toujours sur cette question, le problème du format, donc du genre. À partir du moment où je commence à écrire un poème, je suis déjà cadré. A souvisí to i s formou toho textu. V okamžiku, kdy začínám nějakou báseň třeba psát, tak už mám představu o tom, jak by měla vypadat, jaký by měla mít tvar. Et donc la question du genre, qui est aussi liée à celle du livre, où il y a la séquence. A je to vlastně otázka toho, jak ty věci v té knize na sebe navazují. Et la séquence et comment on échappe à une certaine sacralité, comme là l'arrachage de pages. A třeba tady příkladem rozšíření toho textu a rozdělení té sekvence těch obrazů nebo toho textu je vytržení těch stránek z knihy. En lisant le livre, la page était arrachée du livre, elle quittait le livre. Donc ça, c'est un truc que je fais pas, j'ai pas fait dans les lectures d'habitude, mais qui là devient sensé. A tady vlastně jsem tomu dal další rozměr, kdy ta stránka té knihy během četby tu knihu opustila. Obyčejně to nedělám, ale tady to bylo nutné. Et en fait, le boulot d'écriture pour moi, c'est vraiment juste tester et voir ce qui réagit et ce qui est encore vivant, ce qui bouge, où ça grouillasse. A pro mě v podstatě psaní knih je opravdu hledáním těch hranic, kde to ještě psaní té knihy je. Je to hledání těch okamžiků, kdy ještě je to živé, kdy ten text se hýbe, je syrový vlastně. Poslední otázka. Bonsoir. První otázku mám na váš původ. Máte slovanské příjmení, tak jsem se chtěl zeptat, odkud vlastně pocházíte. Druhou mám na Flandry, protože malá část Flandre je ve Francii, tak jsem se chtěl zeptat, jestli v té francouzské části Flandre nějak vnímají ty větší Flandry v Belgii a jak. A třetí mám už tu klasickou na moravský národ, jestli k nám máte nějaký vztah. Děkuji. Bonsoir, je voudrais bien vous poser 3 questions de suite. La première concerne votre nom de famille, parce que ça ressemble à un nom slave. Alors je voudrais bien savoir la connotation de ce nom. Je vais répondre à celle-là. Odpovím tedy postupně. Le premier roman policier se passait à Lille, dans un quartier qui s'appelle Oisem. Můj detektivní první román se odehrával v Lille ve čtvrti zvané Vazem. Dimitri, c'est le vrai prénom. Dimitri je opravdu moje vlastní křestní jméno. Et quand j'ai écrit ce livre, je considère que tout seul, je ne sais pas ce que j'écrirais, que écrire le roman policier à Oisem,
c'est 50-50. A vlastně nevěděl jsem, pokud tu knihu budu psát sám, co z toho vznikne. A proto jsem si pozval na pomoc to místo, aby to bylo 50/50 s tou čtvrtí vazem. Et donc c'est moi dans un lieu. Tout seul, je suis quasi rien, où je suis pas alimenté. Kdybych to psal sám od sebe, tak bych vlastně neměl co říct, nebo byl bych osamocený, ale tím, že jsem do toho zapojil i to místo, tak ta kniha mohla vzniknout. Et au départ, c'était Vasem Skywalker. A na začátku to jméno znělo takto. Et j'ai réduit à Vazemski, c'était plus court. A tak jsem si později zvykl říkat Vazemský, protože to bylo to kratší. Et alors, en faisant ça, je suis tombé sur une racine qui existe. A když jsem to udělal, tak jsem našel jeden kořen, který opravdu existuje. Et elle est même Anne Wiazemski, elle écrit chez Gallimard. Anne Wiazemski et son frère fait des illustrations, Viaz, dans Le Nouvel Observateur. A objevil jsem tedy spisovatel, který publikuje u Gallimardu Wiazemski a jeho bratr tam dělá ilustrátora. Et c'est les petits-fils et petites-filles de François Mauriac. A je to vnuk François Mauriaca. Et par exemple, ça, il me fallait un présentoir. A abych získal toto, abych to mohl ukázat, tak jsem si musel vyřadit tento pultík. Et ça, je l'ai fait donc juste avant avec les sous-bocs. Et donc ça, c'est plutôt Dimitri Bornovsky. A musel jsem to vytvořit z ničeho, jenom stácku pivních. A tohle je spíše dílo Dimitrie Brněnského. J'aurais jamais fait ça à Oisem. A nikdy bych to ve Oisemu neudělal. Avec les mêmes sous-bocs à bière. A hlavně ne se stejnými pivními tácky. Ça aurait été une bière flamande ou... Bylo by to vlámské pivo. Nějaké jiné. C'est la bière tchèque que vous avez pris? Ben, même pas Gambrinus. No. I think it looks like French. Gambrinus. La deuxième question, dans la partie de France où vous vivez, il y a une partie flamande. Quel est le rapport de cette petite partie des Flandres avec la grande partie qui est en Belgique? Ben, moi, je viens de la partie de Flandre, francophone. Já jsem tedy z frankofonní části Flandern. C'est les Flandres géologiques. Jsou to geologicky vlastně Flandry, Mais pas linguistique. ale ne jazykově. Et ma troisième question, c'est la question sur votre rapport envers Moravie et le peuple morave, nation morave. Jestli byste se chtěla tím dát. Takže já si dovolím vysvětlit. Vive la mort à vie et surtout la mort ravie. Je to další jazyková hříčka, když to přeložím do slova, tak to zní, ať je smrt k životu a zejména smrt s nadšením. Je to překladatelský oříšek, takže to nechám taky na vás, abyste to zažili. Donc sur la traduction, par exemple, ce qui m'intéresse aussi, c'est les endroits où la langue est intraduisible. A v jazyku mě zajímají právě tyto okamžiky, kdy se jazyk stává nepřeložitelným. Pour traduire ça, on est obligé de faire une note. Jen jsem chtěl udělat tuto poznámku. Et c'est aussi un moment qui était préparé. A je asi jasné, že tento okamžik byl připravený. Je savais que j'allais avoir la question sur la Moravie. Protože jsem viděl, že se otázku Moravy dostanu. Takže já vám děkuji za dnešní večer, za to, že jste přišli, za vaše dotazy a doufám, že se tady uvidíme i zítra při dalším autorském čtení. Děkuji vám a přeji krásný večer. Merci, bonsoir.